Ok, donc on va continuer avec le talk suivant. C'est de Wimja, un étudiant en informatique de Suisse. Il s'occupe avec les bitcoins et Ethereum. Il écrit son travail de bachelor sur la recherche d'informations dans la blockchain Bitcoin. Donc ça fait beaucoup de sens que ce soit justement lui qui vienne ici aujourd'hui pour nous faire une présentation sur le blockchain Bitcoin. Donc applaudissements pour Wimja. Toll, das ist jetzt gerade kaputt gegangen. C'est cassé à voir. Ça marche pas. So ist besser. Ah, c'est mieux. Merci. Genau, also Alors, das geht jetzt natürlich auch nicht. bien sûr, ça marche pas non plus. Mach ich das halt von Hand. On va faire ça à la main. Vermutlich, weil ihr alle das Parce que tout ce qui a besoin, ça marche pas. Ja, das hat euch ja alles schon gesagt. Donc il a déjà tout dit, le Herald. Donc depuis que je travaille avec Blockchain, Sehr interessante Dinge. j'ai vu des trucs très intéressants. Heute Abend ein Teil dieses Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner ces connaissances. genau. Das Ganze ist natürlich ein sehr Donc komplexes c'est un thème très complexe, avec plein de trucs compliqués. Et c'est pourquoi on va commencer par faire simple. Donc un système de possession, un système qui explique ce qui appartient à quoi, et avec la connaissance que avec les changements de propriété, comme par exemple en finance, pour gérer l'argent, ou alors pour gérer de l'immobilier, ou un lopin de terre. Le mapping fonctionne, l'état et la collection des informations à qui ça appartient, et un virement, ça donne un nouvel état. Donc, par exemple, un système financier, l'état et la collection de tous les comptes qui existent. Donc, ça explique combien de personnes ont quel argent. Et une transaction, ça change l'état. C'est une transition qui aboutit à un nouvel état. Donc, voici avec de l'immobilier, toutes ces informations, donc les lopins de terre, le cadastre. Donc, Bob vend son lopin à Alice et nous voyons bien le changement. Il est marqué. Donc, dans tous ces systèmes, il est très important que tous les participants arrivent au même état pour savoir qui appartient à quoi. Parce que s'ils ne peuvent pas, il y a la possibilité d'attaquer le système, comme par exemple une double dépense qui, dans blockchain, tout le monde connaît et en a peur. Donc, si on a de l'argent, on le donne deux fois. Comment est-ce qu'on fait pour donner deux fois le même argent? Mais c'est compliqué, mais pour de l'immobilier, c'est possible et c'est relativement simple. Et même si c'est criminel, ça pourrait arriver. Donc ça fonctionne. Alors, le lot numéro 5. Et Alice voudrait l'acheter. Bob veut aussi l'acheter et Mallory va essayer de le vendre aux deux. Donc on voit que Elroy a il le vend ça à Alice. On voit la transition du lopin. Et maintenant, ça appartient à Alice. C'était l'étape B. Mais Bob ne connaissent pas. Bob et ne se connaissent pas. Bob et Alice ne savent pas comment on communique. Donc, ils savent pas. Donc, Bob ne sait pas encore qu'elle a acheté le lopin. Et du coup, il décide d'un prix avec Malroy. Il négocie. Et Bob achète. Et donc, du point de vue de Bob, Bob a acheté. Donc, ça lui appartient.
Le problème, c'est que Bob et Alice ont acheté la même chose et ils ne sont pas d'accord à qui ça appartient. Malroy est parti avec la thune et le système est cassé, puisque Bob et Alice ne peuvent plus négocier l'un avec l'autre et plus personne ne peut l'acheter, puisque on faut l'acheter de qui? Il faut l'acheter de Bob ou d'Alice pour que ce soit correct. Et donc, dans le monde de l'immobilier, il y a le cadastre. Et le cadastre, c'est un point central, c'est une référence centrale qui, justement, gère cet état et représente cet état. Quand quelqu'un achète ou vend, ça doit passer par le cadastre. Et le cadastre est consulté pour savoir si c'est effectivement valide et si on peut vendre. Et il sera actualisé. Et du coup, ça évite ce genre d'attaque. Donc, la même solution fonctionne aussi pour les systèmes de finances. Quand on pense aux banques, j'ai un compte. Donc, la banque est l'autorité centrale qui contrôle l'État. Et à chaque fois que je fais une transaction, la banque vérifie si j'ai l'argent pour pouvoir le faire et mon solde de compte va être adapté. Donc, ça fonctionne très facilement et ça fonctionne très bien. Sauf que lorsqu'on est sur Internet, on aimerait bien que ce soit décentralisé. Parce que si ce n'est pas décentralisé, il nous faut une autorité centrale qui peut censurer, qui peut... On a tous vérifié comment... attaquer, parce qu'il y a un single point of failure qui peut avoir toutes les données. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un meilleur système, donc une meilleure solution pour l'époque, l'âge d'Internet. Et cette solution est naturellement le blockchain. Le blockchain possède quelques qualités exceptionnelles. Donc, le blockchain n'a pas besoin d'une autorité centrale pour gérer son état. Les participants de l'État, les participants du système n'ont pas besoin de se faire confiance entre eux. Ils ne doivent même pas savoir combien de gens en fait participent au système. Et pourtant, tout le monde peut se fier à un état du système. Maintenant, je vais vous donner les règles qu'on doit suivre pour rendre ça possible. Donc, là, je vous donnerai un exemple de blockchain simple qui serait encore attaquable s'il n'y a pas de proof of work. Et puis, dans le chapitre suivant, je vais vous montrer, parler des mesures qui peuvent être prises pour éviter des attaques. Donc, on commence par avoir un réseau parce qu'il faut qu'on puisse être connecté. On nous dit qu'on aurait tous avoir des transactions les uns avec les autres. Et il faut un état initial du système aussi. Donc là, on commence par exemple en disant qu'au début, rien n'appartient à personne. Donc on fait un réseau peer-to-peer, par exemple. Et quand quelqu'un en transfère de l'argent à une autre, donc il publie la transaction sur ce réseau, et puis cette transaction sera immédiatement diffusée à tous les participants du réseau peer-to-peer. Donc, ça apporte plein de problèmes. Par exemple, le réseau n'est peut-être pas fiable, les gens ne sont pas forcément tous connectés en même temps. Donc, certaines personnes vont essayer de l'attaquer et ils vont éviter de faire des transactions. Les transactions sont incompatibles. Certaines transactions vont être dépendantes les unes des autres et du coup, ça devient n'importe quoi. Et donc, il faut que tout le monde ait un consensus sur l'état. Et c'est le blockchain. On définissons certaines règles sur lesquelles nous devons être d'accord. Donc, comment bloquer les transactions? Toutes les transactions sont sur des blocs. Les blocs dépendent les uns des autres. Et les blocs représentent les États. Et l'État est la fin d'une chaîne de blocs, ou la représentation de toutes les chaînes de blocs. Donc, nous avons notre état vide, il y arrive des transactions, et à un moment donné, quelqu'un va en faire un bloc qui les résume. Et donc, c'est un état, et du coup, si je veux regarder cet état, je regarde l'état de départ, je regarde toutes les transactions, et quand je joue ces transactions les unes après les autres, je devrais avoir le bloc de fin. Ensuite, arrive de nouvelles transactions.
sur le réseau et ces transactions ne sont pas encore part d'un État et ce n'est pas encore dans un bloc. On va en faire un bloc quand elles sont ensemble et à partir du moment où elles sont dans un bloc, elles font partie de l'État. Et nous avons donc, et à chaque fois, chaque bloc montre sur l'état, c'est une liste chaînée sur l'état précédent. Et si on essaie de faire une transaction qui ne fonctionne pas, on a deux transactions qui sont incompatibles. Quelqu'un en fait un bloc et ensuite, des blocs qui contiennent des transactions incompatibles ne sont pas valides. Et donc, ce n'est pas un bloc valide et il ne va pas être accepté par le réseau et ne devient pas une partie de l'État. Sauf si quelqu'un construit un bloc qui ne contient qu'une seule de ces transactions, donc la personne qui a construit le bloc doit décider laquelle de ces transactions est acceptée et laquelle ne l'est pas. Comment elle se décide pour l'une ou pour l'autre, il peut le décider de lui-même. Du coup, c'est un nouvel état, nouvelle transaction, nouvel état, et maintenant, essaye de rajouter une transaction. La transaction qu'on a rejetée tout à l'heure, il veut l'ajouter dans ce bloc. Et du coup, ce bloc qui contiennent des transactions qui sont incompatibles avec les blocs précédents ne sont pas non plus valides. Et ce qui est valide, c'est de faire un autre bloc qui pointe sur le deuxième bloc. Nous avons du coup la plus longue chaîne d'états. Nous avons deux états qui sont valides. Et chaque participant au réseau doit décider sur quel bloc il va se baser. Elles arrivent de nouvelles transactions et nous sommes en bloc numéro 4. Et à partir du moment où le bloc numéro 4 existe et qui pointe sur le bloc numéro 3 du haut, du coup, il est clair sur quel bloc il est dépendant. Et du coup, nous avons de nouveau une chaîne la plus longue et on va pouvoir continuer. Donc, cette chaîne n'a pas de preuve de travail et donc, du coup, elle est attaquable par une double vente. Comme Malloy veut vendre un vélo, il va chez le marchand de vélo Alice et il achète son vélo pour 1 000 €. Donc, ce sont des blocs qui vont... Il ne va plus montrer toutes les transactions. Je vais simplement montrer les états. Et donc, nous voyons les deux transactions d'Alice et de Malroy. Donc, il va dans le vélo, il se choisit dans le magasin, il va au comptoir, il fait la transaction. Et cette transaction, il envoie cette transaction à Alice. Et vu qu'elles ne font pas encore partie d'un bloc, elles ne sont pas encore part d'un État. Mais quelqu'un crée un État, et donc du coup, ces transactions, nous la voyons dans un État, et Alice a reçu l'argent, elle donne le vélo à Malroy, et ensuite Malroy lance l'attaque. Il fait une deuxième transaction avec le même argent, sauf qu'il ne l'envoie pas à Alice, sauf qu'il se l'envoie à lui-même avec son deuxième compte qu'il a. Donc là, on aura un bloc alternatif qui contient cette nouvelle transaction. Et puis là, il y aura beaucoup de nouveaux blocs qui vont se créer qui dépendent de ce premier bloc. Et on va ensuite voir laquelle des deux chaînes alternatives va être la plus longue pour avoir l'état actuel du réseau. Donc, lui, il pourrait créer une très très longue chaîne avec tous les nouveaux blocs avant de la publier sur le réseau et du coup prendre le statut de plus longue chaîne. Donc, dans cet état, dans ce nouvel état qui fera foi, c'est lui qui aura obtenu l'état. Du coup, lui, il aura volé le vélo avec succès. Donc, ça pourrait fonctionner. Du coup, on doit trouver une manière d'empêcher Malroy de créer une chaîne plus longue. Le problème, c'est que lui, ce qu'il a pu faire, c'est rajouter beaucoup de blocs dans un temps très court à la chaîne. C'est dans le cas d'exemple actuel, c'est très facile de créer des nouveaux blocs, de rajouter de nouveaux blocs à la chaîne. Donc, ce qu'on va dire, c'est que pour chaque nouveau bloc qui est créé, qui est ajouté à la chaîne, on doit résoudre un challenge, on doit résoudre un problème. Et puis que pour remplir ce challenge, en fait, ce qu'il nous faut, c'est investir du temps. Donc, la solution qu'on a adoptée dans les blockchains, c'est le proof of work. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le mining. Donc,
on dit que pour chaque nouveau bloc, on doit publier notre proof of work pour prouver du coup qu'on a fait le travail, et seulement les blocs qui auront le proof of work seront reconnus par le reste des utilisateurs du réseau. Donc un bloc ne se crée pas simplement comme ça, un miner doit vraiment travailler à créer un nouveau bloc. Donc généralement, c'est pas des miners qui vont travailler tout seuls à un bloc. Donc, quand un miner rajoute des transactions à son bloc, à un certain moment, il va réussir à finir le bloc, donc à résoudre le problème de proof of work. Et ensuite, il va publier ce bloc sur le réseau avec le proof of work qui correspond. Et ensuite, ça continue comme ça, et de suite, et de suite. Et maintenant, donc qu'est-ce qu'on a besoin pour rendre difficile la création de blocs? Donc cette fonction, elle doit remplir quelques conditions. Elle doit être difficile à résoudre. Ça doit aller long à faire, mais ça va être très facile aussi de vérifier la solution du proof of work. Donc trouver la solution doit être coûteux en temps, mais vérifier la solution doit être très peu coûteux en temps. Et c'est ensuite important que la fonction dépend exactement du bloc pour lequel elle a été réalisée. Donc pas qu'une fonction puisse être valide pour plusieurs blocs, elle doit être valide pour qu'un seul bloc. Donc, par exemple, il se pourrait que Malroy il ait déjà créé d'avance, des semaines en avance, plusieurs proof of work pour des blocs pour ensuite pouvoir créer sa chaîne malicieuse. Mais si le proof of work est vraiment dépendant d'un bloc unique, ce ne sera pas possible de calculer d'avance, de résoudre par avance le proof of work. Du coup, Malroy il doit être obligé d'attendre aussi longtemps pour commencer son proof of work que le dernier bloc est ajouté à la chaîne. Donc, il faudra aussi que la difficulté du problème puisse être variable afin que le système puisse fonctionner de manière prévisible. J'aimerais bien savoir d'avance à quel moment à quel moment une transaction que j'ai faite sera aussi rentrée dans la chaîne. Donc, s'il y a peu de gens finalement qui participent au réseau, j'aimerais pouvoir adapter la difficulté du proof of work. Maintenant que le mining est plus facile, on doit avoir un incentif aussi pour le mining, pour que les gens veuillent résoudre ces proof of work. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le miner qui arrive à rajouter un bloc, il reçoit une récompense, le block reward, et puis on va donc noter ça. Donc le miner a le droit de packager une transaction supplémentaire dans le bloc, transaction dans laquelle lui il donne l'argent venant du néant. Donc, par exemple, ce qu'il peut dire, c'est que ça dépend. On pourra dire que c'est le coût des transactions de transactions des autres blocs, ou alors on rajoutera vraiment cet argent du rien. Donc, il doit y avoir une possibilité de rajouter du système dans la chaîne sans qu'il y ait une autorité qui contrôle en fait l'ajout d'argent. Donc il faut trouver des solutions qu'on puisse le rajouter de manière sécurisée. Donc cette transaction supplémentaire va rendre le bloc individuel, évidemment, parce que chaque miner va vouloir s'attribuer l'argent à lui-même. Donc cette transaction unique sera différente pour chaque miner qui a essayé de résoudre le bloc. Et ça s'assure que chaque miner a en fait un problème un petit peu différent. Parce que si chacun essaie de résoudre exactement le même problème, il y aurait c'est toujours celui qui aura le plus de pouvoir, le plus de processeurs à disposition qui arriverait à résoudre le problème. Et du coup, ce serait toujours la même personne qui crée des blocs. C'est justement ce qu'on veut éviter, parce qu'on veut éviter qu'il y ait une seule personne qui puisse gérer tout le blockchain et pouvoir faire de la censure. Donc maintenant, grâce à ce système, ça arrive aussi parfois que des personnes avec moins de pouvoir computationnel arrivent à résoudre le proof of work. Donc, dans le bas 20% des puissances de calcul, ils arrivent une fois sur 5 à obtenir comme le block reward. Donc, maintenant, comme on a vu tout à l'heure, la chaîne peut avoir plusieurs bouts, mais chaque miner va avoir son reward, qui a une transaction qui fera partie de l'état final.
qui sera un bloc de la plus grande chaîne. Du coup, ce qui va finalement encourager chaque miner à continuer de rajouter des blocs à la plus longue chaîne déjà existante et pas essayer de forker la chaîne. Donc là, on a expliqué comment on peut éviter le double spend de tout à l'heure. Donc le scénario est toujours le même. Donc Malrad veut encore toujours voler son vélo à Alice. Et la différence, c'est que donc il y a maintenant le proof of work, donc le réseau doit travailler pour créer les blocs. Et Malroy va à nouveau créer 2 transactions, une où il vire l'argent à Alice, qui publie dans le réseau, afin qu'il puisse être vu par tout le monde. Et ensuite une deuxième transaction où il vire l'argent à lui-même. Donc, on va finaliser le bloc d'avant, le réseau va ensuite commencer directement à résoudre le problème pour le bloc suivant. Et le réseau contient dans le bloc la transaction de Malroy et Alice, parce que c'est le seul bloc qui est publié. Et maintenant, Malroy travaille tout seul pour essayer de créer le bloc alternatif, où c'est sa transaction qui se vire l'argent à lui-même qui serait dedans. Maintenant, c'est comme ça que le réseau global a plus de puissance de calcul que Malroy tout seul, qui n'aura probablement pas tant d'ordinateurs à la maison, et c'est pour ça que le réseau sera toujours plus rapide pour créer un nouveau bloc que Malroy. La chaîne de Malroy ne deviendra jamais la plus longue chaîne et ne sera donc jamais partie de l'état final. La seule façon que Malroy pourrait gagner, donc qu'il puisse quand même mener l'attaque à bien, donc s'il pouvait faire un bloc plus rapide, la seule façon pour lui ce serait de faire un bloc plus rapidement que le reste du réseau, donc ce qu'il faudrait c'est au moins 50% de la puissance de calcul du réseau global. Donc c'est plus fort que la moitié de tous les autres miners du réseau. Donc chez les bitcoins ou toutes les autres crypto-wallets, on a une puissance de calcul tellement phénoménale que ça risque pas d'arriver. Donc il y a une deuxième attaque un peu plus difficile, c'est l'attaque du réseau de pair à pair, et pour pouvoir bloquer les transactions, les blocs de transactions, et bloquer leur transfert. Donc Malroy va essayer de vendre une voiture, et pour ce faire, il va essayer de casser la transaction, de contrôler la connexion de Bob avec le reste du réseau. Nous voyons donc Bob, donc soit il contrôle la connexion Internet de Bob, ou alors il contrôle les trois nœuds avec lesquels Bob est connecté. Donc du coup, ça voudra dire qu'il n'y aura pas de discussion, on peut le comprendre, et Malroy a quelques possibilités pour contrôler. Il peut aussi du coup contrôler quel bloc et quelle transaction Bob va voir, et donc il va pouvoir faire semblant Bob va présenter ses présentations à Bob et va faire croire à Bob qu'il est partie du réseau alors qu'il ne l'est pas. Donc voici l'attaque. On voit à gauche ce que le réseau se voit et à droite ce que Bob voit. Nous voyons jusqu'à présent c'est la même chose. Et Malroy achète la voiture. Il fait la transaction, il en fait une pour transmettre l'argent à Bob, et il envoie uniquement à Bob, et il la planque du réseau, il la cache au réseau, et la deuxième, il se transmet l'argent à lui-même, et celle-ci, il la publie sur le réseau. Le travail sur le prochain bloc commence, et donc avec la transaction de Malroy à Malroy, et Malroy tout seul crée un nouveau bloc et il crée un deuxième bloc où il envoie de l'argent à Bob. Bien sûr, le réseau a plus de puissance, donc il va continuer la chaîne et Bob croit toujours, Bob voit le bloc sur lequel sa transaction est et il ne le voit pas. Et donc, le réseau connaît que la transaction que Malroy, la transaction publique. Malroy garde en fait secret la transaction de Bob, donc n'est pas encore transféré la transaction à Bob. Ce qui fait que c'est une fois Malroy lui pense encore qu'il a eu sa transaction. Après, ensuite, ce qui se passe, c'est que ce sera le nouveau bloc qui sera rentré, donc le bloc malicieux que Malroy aurait pu injecter dans la blockchain, qui sera celui qui fera foi. C'est qu'au moment où il sera rentré dans la blockchain que Malroy, en fait, aura le feedback qui lui dit que
En fait, c'est pas la transaction que lui pensait avoir qui a passé. Donc, c'est pas du tout bien que cette attaque fonctionne. Donc, cette fois, ça a fonctionné, mais Malroy a dû travailler parce qu'il a dû créer ce bloc qui lui a pris du temps. Donc c'est coûte aussi la puissance de calcul. Donc, ça, on ne veut pas prendre en considération ici. Ce qu'on veut voir, c'est le temps qu'il aura dû dépenser, parce que Malroy a un ordinateur qui utilise pour créer les blocs, et cet ordinateur ne peut faire qu'une chose en même temps. Donc à la fois, il va créer un faux bloc pour Bob, ou alors il va créer des vrais blocs pour la vraie chaîne. Donc ça fait que c'est beaucoup plus cher de faire cette attaque, parce qu'il faudra à la fois résoudre en fait le problème du faux bloc pour Bob et le vrai bloc pour la chaîne. Donc, nous, on va dire que, par exemple, pour les questions de délai, pour notre réseau de test, on aura un nouveau bloc qui doit être créé toutes les 20 minutes, et puis le bloc reward est de 1000 €. Donc, quand on dit que 100% de la puissance de calcul va faire toutes les 2 minutes un nouveau bloc, Malroy fera lui tout seul, s'il a 10%, il fera un bloc toutes les 15 minutes lui tout seul. Mais si maintenant Malroy faisait du mining pendant le temps de 50 minutes, plutôt que d'essayer d'attaquer Bob, il aurait plus de reward que ce qu'il pourrait gagner en attaquant bêtement Bob. Donc soit il peut aller gagner une voiture, donc une voiture à 20 000 €, ou sinon il peut miner et puis il reçoit 1000 €. Donc c'est pas intéressant pour lui, il a meilleur temps de voler. Mais c'est pour ça qu'on a créé un nouveau système, donc où on dira que Malroy n'aura pas la voiture dès que le bloc est rentré, mais on attendra encore un petit moment. Donc on regarde, on voit sur le côté droit que la transaction fait partie de l'état. Et à ce moment-là, Bob, il donne pas encore la voiture à Malroy, seulement quelques blocs plus tard. Il va attendre plusieurs. Et chaque bloc supplémentaire que Malroy doit créer pour convaincre Bob que c'est vraiment la vraie chaîne. Donc Malroy devra passer encore 50 minutes et à chaque fois, ça va lui coûter 1000 €. Donc Bob dit qu'il attend 24 blocs avant que je vais donner la voiture physique à Malroy. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'attaque lui donnera plus cher pour Malroy que s'il avait fait du mining pendant le temps. Et c'est en ça que Malroy peut... Enfin, ça n'empêchera pas Malroy de réaliser l'attaque, mais par contre, ça deviendra moins intéressant pour Malroy de faire l'attaque plutôt que de faire du mining. Et ça va lui coûter plus cher, ça va lui coûter plus cher que la voiture. Donc maintenant, j'ai beaucoup parlé sur les concepts génériques de la blockchain. Mais donc vous allez voir comment c'est implémenté en Bitcoin, au moins quelque chose. Regardons les blocs. Dans l'informatique, on aime bien définir des headers. On a des protocoles, des messages, des formats de données, des contenus. Et les headers contiennent des métadonnées. Donc blockchain, le corps d'un bloc contient toutes les transactions qui sont dans un ordre précis. Il y a que les miners doivent se tenir à quelques règles. Les transactions, une transaction B qui dépend de transaction A, quand elles sont dans le même bloc, elles doivent être dans la même bien ordonné, et cet ordre est important. Donc la première transaction est toujours la transaction Coinbase, avec laquelle le mineur prend sa reward, sa récompense. Et donc pour joindre le corps avec le body, avec le header, c'est un arbre binaire dans lequel chaque nœud est le hash des valeurs concaténées. Donc presque partout où il y a un Bitcoin hash, c'est un D-hash, ils appellent ça comme ça, c'est un SHA-double 256. C'est un double hash
256. Et donc, pour chaque transaction, le hash, et ensuite, on commence à les joindre. Donc, à partir des nodes verts, il va y avoir des nœuds bleus, et on en fait le hash, on en fait à chaque étape, jusqu'à avoir un seul hash. Et donc, ça fait partie dans le bloc header, dans le header du bloc. Donc, la première, c'est un nombre arbitraire que les développeurs vont changer de temps en temps, quand ils pensent que c'est temps pour ça. Ensuite, il y a le hash du précédent. Les blocs référencent toujours un autre bloc, donc c'est toujours le bloc précédent. Donc ça, c'est pareil, c'est le double hash. Comme nous avons gesehen, il y a aussi un timestamp avec différentes règles. Donc c'est le temps et l'heure, plus ou moins, mais avec différentes règles. Ensuite, il y a la difficulté. C'est pour prouver. Enfin, quelle a été la difficulté de calcul? Donc, à la fin, c'est quelle valeur va être utilisée pour le mining. Donc, le proof of work dans le Bitcoin, c'est rien d'autre que le hash du bloc qui doit remplir une certaine condition qui doit commencer avec un certain nombre de zéros en trailing. Donc, on va commencer avec le header du bloc, on va faire le double hash de ce header de bloc, et les premiers X bits de ce bloc devront être à 0. Et le nombre de bits qui doivent être à 0, c'est justement cette variable de difficulté. Donc si je dois avoir plus de 0 pour commencer, ça va être plus difficile, parce qu'il faut trouver un hash avec beaucoup de 0 trailing. Et le mining va fonctionner de cette manière que le miner va prendre le header, va faire un double hash, va vérifier s'il remplit la condition, oui, non. Si oui, il va incrémenter le nonce, il va de nouveau faire le hash, voir si oui, non, ça fonctionne. Jusqu'à il incrémente, il réessaye, jusqu'à ce qu'il ait fini par trouver un hash qui remplisse les conditions de difficulté. Donc, avec l'incrémentation du nonce, c'est possible qu'il n'y ait pas de proof of work correspondant, parce que le champ de nonce est assez court. Donc, dans ce cas, le miner va changer la Coinbase transaction, donc qui contient l'input de transaction, donc pour définir de où vient l'argent d'une transaction. C'est la Coinbase pas, parce que justement la Coinbase crée la valeur, n'est pas une vraie transaction entre deux parties, est une création d'argent depuis le néant. Du coup, il peut en fait mettre n'importe quelle valeur dans l'idée de transaction originale, et là il peut changer justement complètement, il peut mettre une valeur arbitraire qui lui permettra à ce moment-là, entre ça et le nonce, de trouver un hash qui correspond, qui remplit la condition de difficulté. Donc maintenant, pour vérifier si c'est un bon proof of work, on prend le bloc header, on fait le hash et on regarde si ça fonctionne. Donc le réseau Bitcoin essaye d'écrire un nouveau bloc toutes les 10 minutes. Et pour que ce temps soit toujours constant, la difficulté est adaptée toutes les 2 semaines. Enfin, pour le moment, c'est toutes les 2 semaines qu'il est adapté avec un algorithme qui trouve à quel point il faut adapter la difficulté en fonction de la vitesse actuelle du réseau. Et la transaction Coinbase, donc celle avec laquelle le mineur se verse l'argent, donc elle a dans le Bitcoin 2 choses, donc c'est les transaction fees, donc le coût de la transaction pour chacun. Et aussi de l'autre côté, donc il y a de l'autre côté les nouveaux bitcoins qui peuvent venir. Donc au début c'était 50 bitcoins par bloc, là maintenant c'est plus que 12,5. Donc cette valeur elle se divise toutes les 4 ans. Donc cet été ça a été divisé par 2 la valeur de nouvel argent qui peut être créé par bloc. Donc maintenant on va encore voir qu'on peut faire des clients légers. Donc, Bitcoin, donc il y a un nœud complet. Un nœud complet, c'est quelqu'un qui a toute la chaîne, l'intégralité de la chaîne blockchain, qui vérifie chaque transaction rentrante, qui valide chaque client, et aussi il va seeder les blocs qu'il a
sur le réseau. Donc si quelqu'un a envie d'avoir un bloc, ben, lui va donner le bloc à un autre player du réseau. Donc il y a des clients pruning, donc élagage. Donc il va vérifier toutes les transactions et tous les blocs, mais ne stocke pas toute la blockchain, mais quand il trouve qu'il y a un bloc qu'il n'a plus besoin, il va justement faire l'élagage de la chaîne, il va enlever des blocs. Donc ça évite d'avoir besoin de beaucoup d'espaces de stockage. Donc les besoins de puissance de calcul sont identiques au bloc complet, mais par contre les besoins d'espace de stockage sont plus faibles. À la fin, il y a encore les clients légers qui peuvent aussi fonctionner par exemple sur un device mobile. Donc les clients légers ils téléchargent les headers de tous les blocs. Donc on a vu que le proof of work est le hash du header de bloc. C'est-à-dire que pour vérifier un proof of work, on n'a pas besoin de tout le bloc, on a juste besoin du header. Et la même chose est vraie pour la liaison des blocs entre eux, parce que la valeur du bloc précédent est aussi marquée dans le header. Donc pour vérifier la continuité de la chaîne, il suffit aussi d'avoir les headers de blocs. Donc, on peut, en faisant ça, créer la plus longue chaîne vérifier la plus longue chaîne du réseau en ayant chargé que les headers. Donc, le gain est énorme. Pour le moment, il y a à peu près 450 000 blocs qui ont besoin de plus que 95 gigas de place pour avoir un nœud plein. Donc, sur un smartphone, ce serait complètement ridicule. Mais par exemple, juste les block headers, des 450 000, ça passe dans moins que 100 MB. Donc, c'est encore tout à fait possible pour un device mobile. Donc, le deuxième concept, c'est presque encore plus intéressant, c'est le Merkle root. Et avec ça, je peux prouver qu'une transaction est effectivement partie de l'état. Et la possibilité, c'est de construire la branche de Merkle, de la reconstruire. C'est donc de reconstruire l'arbre. L'arbre de Merkle. Et lorsque je veux prouver qu'une transaction fait partie de cet arbre, il me faut, pour simplement prouver, je n'ai pas besoin de connaître toutes les transactions, j'ai besoin... Il me suffit en fait finalement de tout le voie pour tout le chemin pour une transaction donnée, donc voilà. Qu'un côté de l'arbre, qu'une branche de l'arbre qui mène à la transaction. Donc, on va remonter de hash en hash, de vérifier les hash de hash de hash, jusqu'à ce qu'on arrive finalement au nœud de l'arbre qui nous intéresse et on pourra vérifier cette transaction-là, vérifier qu'elle fait bien partie du bloc. Donc, c'est aussi quelque chose qui présente des avantages parce qu'on a besoin de moins d'informations pour vérifier un bloc. On peut simplement aller télécharger cette sous-partie d'un bloc pour aller vérifier une transaction. Donc, si on prend par exemple un bloc avec 1600 transactions, ce qui est aujourd'hui assez commun, aujourd'hui, pour valider, on n'a pas plus besoin de 1600 transactions, de télécharger 1600 transactions depuis la blockchain, mais il suffit de télécharger une seule transaction et ensuite de calculer tous les hashes afin de remonter en haut de l'arbre de Merkle. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne un client léger. Donc un client Simple Payment Verification. Donc ça a déjà été décrit dans le papier original de Bitcoin. Comment ça fonctionne? Tout ce qu'il doit faire pour montrer qu'une transaction est rentrée, c'est qu'il télécharge tous les block headers, comme on a discuté. Il construit la plus longue chaîne. Ensuite, il charge une transaction, juste la branche justement d'un arbre de Merkle. Et pour montrer qu'il a reçu cet argent, donc il télécharge juste une transaction pour montrer qu'il a reçu l'argent. Et ensuite, il peut montrer que cette branche de Merkle est effectivement liée à la plus longue chaîne. Et à ce moment-là, il a la preuve que j'ai effectivement l'argent. Maintenant, on a encore un peu plus de temps que prévu. Donc, j'ai encore essayé de montrer les clients d'élagage. Donc, comment les transactions Bitcoin fonctionnent. Donc, nous, on est habitués à qu'on a un compte en banque et que ce compte a un propriétaire. En principe, moi, qu'il y a un solde.
Et puis que quand je fais une transaction, ben, le solde va changer. Donc, par exemple, si je vends, enfin, si j'achète quelque chose, mon solde va diminuer. Donc dans le Bitcoin, ça va être différent. On n'a pas un compte, on a ce qu'on appelle un unspent transaction output. Donc on voit que Alice a 5 unspent transaction output, donc qui ont chacun un montant disponible. Et le montant ne peut pas être changé. C'est fixe. Maintenant, si Alice aimerait bien faire une transaction avec Bob, par exemple, si elle aimerait bien transférer 42 bitcoins, ce qu'elle va faire, c'est créer une transaction pour dire 42 bitcoins devraient être transférés à Bob. Maintenant, il faut qu'elle ait l'argent de quelque part, donc elle va donner en fait, par exemple, ces 3 transaction outputs. Et on peut pas changer le montant des transaction output, il faut qu'elle les dépense entièrement. Alice est obligée de dépenser à 100%. Maintenant, tout ceci, les 3 ensemble, ça fait 44 et pas 42 bitcoins, ce qui veut dire qu'il y a trop d'argent dans ces transactions. Donc, Alice va donner en fait trop de transaction output que ce qu'elle voulait transférer d'argent à Bob. Mais que peut faire Alice du coup? Ben, elle va faire un deuxième output de la transaction où elle vire en fait l'argent à elle-même. Donc, une transaction Bitcoin peut avoir autant d'input et d'output qu'on veut. Ce qui est encore à dire, c'est qu'on a encore toujours une différence, parce qu'on a 44 bitcoins à la transaction rentrant et 43 qui sortent. Le bitcoin résiduel qu'elle ne dépensera pas, c'est justement le transaction fee que le miner recevra, que recevra le miner qui aura miné cette transaction, qui aura pris cette transaction dans son bloc. Maintenant, Alice qui crée des nouvelles transaction output. Donc, il y en a un qui appartient à Bob, l'autre qui appartient à Alice. Et maintenant, les transaction output qui Alice a utilisés vont appartenir à d'autres transactions. Donc, un transaction output, il peut avoir 2 états. Il peut être dépensé ou il peut être non dépensé. Donc, on peut évidemment que dépenser ceux qui ne sont pas encore dépensés. Donc, si on veut savoir combien j'ai d'argent, combien Alice a d'argent, en fait, je vais chercher dans tous les transaction output ensemble qui appartiennent à Alice, et puis faire la somme de ceux qui ne sont pas encore dépensés. Du coup, on connaîtra le solde d'Alice. Et ça, je peux le faire pour chaque participant du système. Et je sais, du coup, pour chaque participant du système, qui a combien. Maintenant, si je regarde tous les transaction output qui ne sont pas encore dépensés, j'ai le solde actuel de du réseau complet Bitcoin. Donc, je sais pour chaque participant du réseau combien cette personne a et je connais le solde complet du réseau. Et c'est ce mécanisme qui rend un client d'élagage utile, parce que il n'y a pas besoin de stocker tout le blockchain. Donc, en fait, s'il y a une nouvelle transaction qui rentre, moi je dois juste, et voir si j'ai envie de savoir si elle est valide, moi je dois juste voir si elle sort un output qui n'est pas encore dépensé. Si la transaction, elle donne comme résultat un transaction output qui est déjà dépensé, elle n'est bien sûr pas valide, parce qu'on peut justement pas dépenser 2 fois le même argent. Donc, et la même chose, c'est la sortie d'un transaction output qui n'existe pas, bien sûr la transaction n'est pas non plus valide. Donc, maintenant, un full node, quand il y a une nouvelle transaction qui rentre, si c'est marqué que moi je dépense cette transaction ID, donc le full node il va pas non plus essayer de remonter les 100 derniers gigabytes de la blockchain, ce serait complètement débile d'ailleurs, parce que on a une banque de données avec tous les transaction output, du coup il se dit que pour chaque transaction output qui n'est pas dépensée, il va voir où c'est qu'on en est. Et pour chaque transaction rentrante et valide, il va enlever les transaction output que cette transaction a dépensé. Et enlever donc ces transaction output qui ne servent à plus rien de la base de données. Ce qui fait que le client complet garde que l'état et pas la trace de tous les anciens trucs dépensés. Donc, le premier client, il dit que j'ai plus besoin de tous les anciens blocs parce qu'ils sont déjà dans l'ancienne chaîne. Donc maintenant, il devra quand même se gaffer parce qu'il pourrait y avoir une plus longue chaîne qui vient depuis derrière. Donc il faut quand même qu'il garde quelques blocs que juste le dernier bloc. Il peut pas effacer tous les anciens. Mais toujours est-il, il peut économiser beaucoup d'espace de stockage. Mais il faut quand même que le client d'élagage garde
est téléchargé une fois chaque transaction qui n'a jamais existé, vérifier chaque transaction, donc ça a encore besoin de beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de bandes passantes, ce qui fait que des clientèles, des clients d'élagage ne seront pas adaptés à des mobiles. Donc ce qu'on peut encore dire ici, c'est Ok. Donc, j'ai dit que Alice donne un transaction output, dépense un transaction output. C'est en réalité assez compliqué, c'est une implémentation compliquée en Bitcoin. Donc là, un transaction output a une pièce, un bout de code. En fait, chaque transaction output a une espèce de langage assembleur propriétaire. Et la sortie du système a aussi un autre bout de code. Et en fait, quand ces bouts de code sont exécutés, il faut que ça donne une valeur correcte à la fin, qui seulement si c'est la valeur correcte qui est donnée, ça sera valide. C'est assez compliqué, c'est un langage de code propriétaire à Bitcoin. Et avec ça, on peut faire pas mal de choses. Et à peu près 80% des cas sont des... comment ça s'appelle? La règle dit que quelque chose comme, pour pouvoir donner cette sortie, il faut que tu prouves que tu connaisses la clé secrète du hash que je te donne maintenant, et que cette sortie te dit effectivement, oui, je connais cette clé secrète et je te prouve en te le donnant la clé publique et la transaction avec la clé privée. Je signe avec la clé privée et que quiconque veut voir si la transaction est valide va prendre le hash, va prendre la clé publique et va pouvoir vérifier la signature de la transaction. C'est la façon la plus simple d'utiliser de faire fonctionner. Et c'est relativement compliqué, mais là-dessus, on pourrait en faire une présentation. Voilà. Je vais en rester là. Donc, sinon, j'ai fabriqué une page rigolote. Oups, c'est beaucoup trop loin. Alors, trouver ou pas. Searching, please wait. Voilà, trouvé. Incroyable. On a encore un peu de temps pour les questions. Si vous avez encore envie de savoir quelque chose, vous pouvez aussi me joindre donc, par le DECT. Pendant le congrès, si vous avez des questions. Vous trouverez aussi un handout dans le Farplan, des slides. Et puis moi, j'ai encore uploadé des slides moi-même. Il y a encore un petit peu de temps, donc il y a des temps pour les questions. Si vous avez des questions, donc allez au microphone. Et si vous voulez sortir, ne soyez pas trop bruyants pour qu'on puisse comprendre les questions. Chers anges aux portes, on ne laisse personne rentrer. Les gens ne peuvent que sortir. Et faites ça en silence, s'il vous plaît. Signal. Une question d'Internet à propos du man in the middle double spending. Est-ce que Mallory pourrait pas faire ça est-ce qu'il pourrait pas faire ça avec la même blockchain contre 10 dans le même bloc et voler 10 voitures et du coup ce serait toujours pareil, même si même s'il faut mettre le prix d'une voiture dans la valeur de calcul. Ça c'est une bonne question une bonne idée que j'ai pas encore eue. Il faudrait que j'y repense. Mais c'est probablement ça devrait fonctionner en principe, mais derrière ce serait beaucoup plus gros pour contrôler tous les nœuds du réseau. Je pense que c'est pas non plus, ça devrait pas être un argument pour la sécurité du système, mais je pense que ça pourrait fonctionner, oui. Okay, dann machen wir weiter mit Mikrofon 2 avec le microphone 2.
Ok, hello. Tu as dit qu'avec une attaque de 50%, on peut en principe hijacker donc les blockchains. Donc si maintenant on était une organisation étatique avec beaucoup de moyens, par exemple, il y a des... Est-ce que tu as une idée à quel point c'est probable? Donc, avec la puissance de calcul actuelle du réseau, ça paraît peu probable. Donc, aujourd'hui, le net du Bitcoin a un grand multiple de la puissance de calcul des plus grands supercalculateurs. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que les mineurs soient répartis. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est en réalité devenu plutôt un business. Aujourd'hui, beaucoup de mining est fait en Chine. Donc, la Chine a plus que 50% de la puissance de calcul du Bitcoin. Donc, ce qui est finalement notre monnaie indépendante appartient aux Chinois, ce qui ne devrait pas fonctionner. Enfin, aujourd'hui, ce qui ne devrait pas exister, c'est que tout le hardware qui est dédié au mining est créé en Chine. Et ce qui veut dire que les autorités chinoises pourraient très bien aussi saisir tout le matériel de mining. À ce moment-là, ils auraient un contrôle de plus que 50% de la puissance de calcul. Donc nous continuons avec le microphone numéro 1. Alors, ich wollte wissen, à propos de la puissance de calcul, et il y a d'autres alternatives. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer qu'il faut toujours avoir la puissance de calcul maximale? Il y a eu plusieurs possibilités au fur et à mesure de l'évolution. La première chose qu'on a essayé, ça a été de ne pas essayer sur la puissance de calcul, mais il faut aussi beaucoup de RAM, il faut aussi de mémoire, et ça rend beaucoup plus difficile de fabriquer du hardware qui est spécialisé là-dessus. On a essayé, mais en fait, on a exactement le même problème. Ethereum travaille à un concept qui est la proof of stake. Je ne peux pas dire exactement comment ça fonctionne, mais je pense, les chances que tu fabriques un bloc font partie de combien d'argent tu possèdes dans la chaîne, et tu n'as plus besoin de hardware pour miner en fait. Et ça va être changé cet été. J'ai perdu ça un peu de vue, et donc je peux pas dire exactement comment ça fonctionne. Et c'est la proof of stake. C'est dans Ethereum. Mais comment ça fonctionne et à quel point ça en est, je peux pas encore te le dire. Ok, on continue avec le micro 4. J'ai posé deux questions. Donc, la première, c'est Und dadurch könnte doch die Verwaltung sehr viel Geld einsparen. Und zum Beispiel Handelsregister sind ja auch öffentlich. Die könnte man doch auch in die Blockchain verschieben. Oder pourquoi on ne mettrait pas des registres publics dans le blockchain finalement? Donc, la question est pourquoi on ne mettrait pas des registres publics comme un registre foncier dans la blockchain? Donc pour répondre à la première question, il y a des gouvernements qui ont fait des travaux de recherche, qui ont des groupes de recherche qui regardent comment les blockchains pourraient aider le gouvernement. Et donc, de tels systèmes ont besoin de grandes adaptations. Par exemple, si on regardait un registre foncier, si quelqu'un réussissait à quand même voler une parcelle malgré le système blockchain, et que cette nouvelle parcelle serait entrée dans cette nouvelle blockchain, comment on ferait ça rétroactif? Enfin, comment on le ferait rétroactif? Parce qu'aujourd'hui, l'office du registre foncier peut tout simplement rayer une inscription et adapter une inscription. Dans la blockchain, ce serait beaucoup plus dur de faire des transactions rétroactives. Il faudrait qu'on implémente des nouveaux mécanismes dans ces blockchains afin que ce soit quand même possible. Mais du coup, ça crée des failles de sécurité parce qu'il y aura quand même quelqu'un qui qui a une autorité sur la blockchain. C'est pas complètement facile. Mais je pense quand même que blockchain, donc par exemple le registre foncier, pourrait aider les offices du registre foncier.
donc pour les offices publics, mais je pense aussi qu'il y aura une espèce de solution hybride donc, qui serait publique dans une blockchain, mais que ce qui compte vraiment, c'est encore toujours dans des registres, donc dans le registre foncier, et qui continuera d'être vraiment, enfin, qui pourra être administré comme aujourd'hui, jusqu'à ce que ce soit vraiment fait ses preuves. Bon, comme on a répondu à la question et qu'il ne se relève plus. Nous allons à la question microphone 7. Donc, merci pour la présentation très intéressante. J'aimerais savoir plus dans la fin du Bitcoin. Pour autant que j'ai compris, c'est limité. Et comment est-ce qu'on va créer de nouveaux blocs? Et si on récupère plus d'argent, du coup, la récompense ne fonctionne plus. C'est une excellente question qui s'est posée cette semaine, puisque ça c'est bleu, ça c'est encore divisé par 2, et le mécanisme qui devrait être activé, c'est celui des transaction fees, donc des frais de transaction. Sauf qu'aujourd'hui, les frais de transaction sont tellement petits que ça ne vaut pas le coup de créer le bloc. Ça prend plus de courant que ce qui rentre en transaction en frais. Et sinon, ils sont relativement hauts. Entre-temps, ça revient à peu près au genre de frais qu'on a dans les frais de carte de crédit, et c'est beaucoup trop. Et il y a une limite de nombre de blocs, et il y a une grosse guerre. Est-ce qu'on devrait l'enterrer? Est-ce qu'on devrait continuer? Mais ça marche pas, mais il n'y a plus de transactions qui rentrent dedans, et du coup, la seule possibilité, c'est d'avoir plus de frais de transaction pour les miners, mais du coup, ça ne vaut pas le coup pour Bitcoin d'utiliser Bitcoin. Donc, c'est un problème. Et on a encore 4 ans. Ce sera 12 Bitcoin et demi. Mais ensuite, il va falloir voir ce qui va exactement se passer. Et je pense que c'est un système dynamique, il va encore y avoir des gens qui vont avoir des bonnes idées. Donc, la proof of work n'est pas le Bitcoin que je récupère. C'est pas exactement ce que je deviens. C'est pas l'argent que je prends, c'est pas le proof of work. Non, c'est pas. Tu récupères 12,5 plus ce que tu récupères des transactions. C'est les blocs reward. Le proof of work et la récompense sont deux choses différentes. La proof of work, c'est pour prouver que tu as effectivement fait le travail. On va continuer en haut. Ok, donc micro 8. Donc, la création de tous les blocs se base que des transactions rentrent dans le système. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de transactions en fait à disposition? Est-ce qu'on mettrait des blocs vides? Qu'est-ce qui se passerait? Donc non, ça tu peux voir si tu regardes aux premiers blocs qui n'ont jamais été créés, là où il n'y avait pas encore de transactions, parce que qu'est-ce qui aurait bien pu être viré si encore personne n'a d'argent. Donc c'était comme ça que le bloc contenait la transaction Coinbase. Comme la seule transaction du bloc était la transaction Coinbase. Donc le miner qui rajoutait un bloc, il avait les frais Coinbase. Donc, on va continuer avec le numéro 2. Il était. On fait 4. Merci. J'ai entendu parler de blockchain dans plusieurs contextes et j'en ai vu beaucoup de choses. C'est un buzzword dans beaucoup de branches, comme par exemple la fintech. Mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le contexte de ton travail? Où est-ce que ça pourrait vraiment être utile? La première application, c'est Bitcoin, tu peux payer avec, mais c'est une chose. Ce que j'ai vu sinon, j'ai entendu dire que les banques essaient de l'utiliser, mais je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Les transactions entre les banques, pour les régler, il devrait y avoir une salle G, une présentation là-dessus, pour voir comment les banques échangent de l'argent. Ils pourraient faire ça avec Bitcoin. Les banques sont prêtes à investir beaucoup d'argent et de temps
et c'est une technologie relativement cool qui pourrait être utilisée, mais je pense que c'est une utilisation qui va venir. Il y a aussi une crypto devise. C'est au niveau des marchés, donc des tiers pour régler des problèmes entre les tiers. Je ne sais pas ce qui va réussir à avoir la première, qui va réussir à percer le premier et être utilisé en premier. Donc là, on est presque au temps, mais toi, tu as encore le droit de poser ta question. Donc, une petite question. Est-ce qu'il y a une protection contre le DDoS? Je pourrais par exemple bombarder le réseau avec des fausses transactions. Ok, donc ça c'était il y a passé une année, c'est ce qui est arrivé chez Bitcoin. Donc ils n'étaient pas complètement sûrs dans la communauté, ils n'étaient pas tout à fait unanimes sur comment ils allaient réagir. Ils ne savaient pas si c'était vraiment un test ou un vrai DDoS. Et ce qui était intéressant, c'est que ça coûte de l'argent de créer une transaction. Donc en fait, toi, tu vas payer un fee de transaction et la protection sera simplement, heureusement que ce sera trop cher de faire un DDoS. Mais apparemment, il y a encore toujours assez de millionnaires en Bitcoin qui ont des Bitcoins à en crever et qui peuvent en faire ce genre de choses. Et on travaille à des mécanismes de protection, mais ce qu'il y a maintenant, c'est le pays by fee, donc les frais de transaction peut être augmenté après la transaction. Donc s'il y a beaucoup de DDoS, on pourrait augmenter par après encore le coût des transactions pour encore décourager plus fort les DDoS. Donc le RPF, le Replace by Fee, est beaucoup discuté en communiqué et est souvent pas appliqué par les clients. Merci pour cette introduction à la blockchain. Donc, c'est la fin de cette traduction.